Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition avec la présentation de Mme Michel Iladukunda. À l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel An, de nombreux habitants de la ville de Kigali ont déserté la capitale pour retrouver la campagne afin de finir la fin de l'année en famille. Le nombre de personnes se rendant dans différentes provinces augmente de jour en jour, beaucoup partant pour célébrer les fêtes avec leurs proches. En vue d'améliorer encore plus les déplacements de ces voyageurs, les autorités compétentes ont créé, je cite, des zones spéciales où la circulation est ralentie en fonction des destinations. Les voyageurs apprécient ce plan mis en place pour les assister. Ce dispositif a permis de réduire le chaos et la confusion qui était souvent constatée en fin d'année. Notamment, les habitants témoignent que ce plan leur permet désormais d'arriver à destination facilement et sans gêner les autres, sans risquer de rater un véhicule ni de se retrouver coincés avec des personnes se rendant dans des zones opposées à leur destination. À Ngororero, les habitants se préparent aux célébrations des fêtes de fin d'année. Les commerçants ont indiqué espérer une augmentation de la clientèle. Plus de détails avec Patrick Militanti. Au marché des Ngororero, de nombreux résidents viennent de différentes parties du pays. Le marché propose diverses récoltes, patates douces, manioc, melons, mais aussi de bananes, en particulier des camaramacendes. Certains bananiers sont destinés à l'exportation. On ne les trouve qu'ici, à Ngororero. Les acheteurs viennent de tous les pays. Un régime de bananes ne se vend pas moins de 3 000 francs, car son prix a augmenté pendant cette période de fête. Habituellement, ce régime coûtait 1 500 francs. On trouve également des bananes vertes. Les camaras bien mûres sont vendues entre 5 et 8 francs. Quant aux bananes de galon, elles se vendent autour de 20 francs. On y trouve aussi des produits alimentaires. Certains habitants attendent les fêtes pour amener leur bétail, non pour s'amuser, mais pour gagner de l'argent. Les commerçants du marché vendent aussi des vêtements et des chaussures. Les commerçants espèrent rentrer chez eux avec beaucoup d'argent. Ce marché de Ngororero a généralement un lieu les mercredis et les samedis. Le conseil d'administration de la Banque rwandaise de développement BRD a annoncé la nomination de Madame Stella Rusinenezilyayo au poste de nouvelle directrice générale en remplacement de Madame Kameta Pichet-Sainzoga, dont le mandat de 6 ans est arrivé à terme. La nouvelle dirigeante devra d'abord être approuvée par l'autorité compétente avant d'entrer officiellement en fonction. Madame Stella Rusinenezilyayo justifie depuis plus de 10 ans d'expérience dans les domaines de politique macroéconomique, de la gestion du crédit, de la planification des finances publiques, ainsi que dans le secteur financier orienté vers le développement durable et la protection du climat. Parmi ses récentes fonctions figure notamment celle d'économiste en chef au ministère des Finances et de la Planification économique, Minecofin. Elle est aussi toute titulaire d'un diplôme de master en économie. À présent, place à l'invité. L'année 2025 qui touche bientôt à sa fin aura été riche en événements, mais aussi aujourd'hui nous allons parler justice. Nous avons le plaisir d'accueillir Maître Richard Gisagala. Vous êtes avocat en France. Bonjour Maître. Bonjour, merci pour votre invitation. Et merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Vous suivez de près en particulier hors du Rwanda les procès pour génocide commis contre les Tutsis, notamment en France. Pour commencer, comment avez-vous, je dirais, vécu cette année 2025 en tant que, je dirais, communauté rwandaise de France ?
Écoutez, merci pour la question. La communauté rwandaise de France a vécu cette année comme tous les autres habitants donc de la France, comme tous les autres citoyens français. C'est une année qui a été assez mouvementée, notamment due à l'instabilité politique, si je dirais. En France, il y a des changements de Premier ministre, il y a des incertitudes et donc la communauté rwandaise de France, comme tous les Français, se pose des questions. Donc c'est une année qui a été mouvementée, mais nous allons bien et on croit à l'avenir. D'accord. Alors nous allons parler justement de justice. Vous avez suivi de près en France les procès pour génocide perpétré contre les Tutsis. Que retenir, je dirais, de cette année ? Écoutez, cette année, je crois que c'est un bilan positif. Bon, il y a quand même des points négatifs, mais ce que je retiens, moi, le plus grand, ce qui m'a le plus marqué, c'est que les procès qui ont eu lieu commencent quand même à porter des fruits qui sont assez satisfaisants. Cette année, je crois que vous l'avez suivi, il y a eu la tentative qui a été faite par ceux qui sont dans la tendance négationniste et qui ont voulu saboter la commémoration, donc la commémoration du génocide commis contre les Tutsis en avril, qui ont essayé d'organiser un concert. Ce concert a été grâce à la mobilisation de la communauté rwandaise de France et des amis du Rwanda. Et donc ce concert a pu être reporté et en tout cas n'a pas pu être tenu le jour de la commémoration, et ce qui était le but recherché pour essayer de minimiser la commémoration donc, du génocide commis contre les Tutsis et essayer d'apporter plutôt à la place vous savez, ceux qui nous parlent du double génocide, ceux qui nous veulent politiser la commémoration pour nous ramener à ce qui se passe à l'est du Congo. Donc ils étaient tenus à l'échec grâce à la mobilisation de la communauté rwandaise de France et des amis du Rwanda. Ce que je retiens également, c'est aussi, je pense que vous avez suivi aussi les péripéties de ceux qui voulaient enterrer Ziguinchor Proté, qui est une des personnes qui sont très connues pendant le génocide commis contre les Tutsis et avant. C'est quelqu'un qui était un grand pote du gouvernement Habyarimana. Donc ils ont voulu l'enterrer en France. Ça aussi, c'était une provocation qui a été tentée par ces gens-là et également ils ont échoué. Donc pour moi, c'est un bilan, je dirais, positif. Donc c'est ce que je retiens de positif. Mais il y a aussi des éléments quand même négatifs parce que, comme vous le savez, les premiers juges n'ont pas voulu renvoyer devant le tribunal préjugé Madame Agathe Kanziga qui est poursuivie depuis bien longtemps. Donc ça, c'est ce que je retiens du côté négatif. Mais pour ma part, je dirais que le bilan est relativement positif. Alors, pour la première fois en France, un procès a été aussi organisé pour négationnisme du génocide. Le procès contre Charles Onana. Ce procès aura donné quel message ? C'est un procès qui était très très important. Il a eu lieu à fin de l'année 2024, mais il va y avoir un appel. Il a fait appel, il a été condamné, donc il a été reconnu coupable donc, du fait de négation du génocide commis contre les Tutsis. C'était la toute première personne qui a été condamnée par application donc, de la loi qui a été promulguée en 2017, qui punit toute personne qui pourra nier ou minorer le génocide commis contre les Tutsis. Donc c'est un procès très important parce qu'il a envoyé un message très fort. C'est ce message-là qui, pour moi, que je retiens. Donc, c'est un message qui vient dire que le négationnisme, et plutôt que les beaux jours du négationnisme, sont derrière nous. Donc, c'est Charles Onana, une personne qui a été très, très soutenue, notamment parce que lorsqu'il était jugé, il était soutenu par au moins trois généraux français, qui sont des généraux qui sont liés à ce qui s'est passé au Rwanda. C'était des gens qui étaient dans Turquoise. Et malgré cet appui, malgré l'appui qu'ils sont venus lui apporter, la justice l'a quand même reconnu coupable de négationnisme. Donc pour nous c'est vraiment un procès qui pour nous marque une étape. Et donc qui nous dit que les beaux jours du négationnisme sont derrière nous. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne pourra pas
encore rencontré des cas de négationnisme, mais ça nous démontre en fait que la peur a changé de camp, qu'aujourd'hui nous pouvons espérer être entendus par la justice. Donc c'est un message très important et qui est envoyé en tout cas à tous les négationnistes et tous ceux qui tentent de minimiser, nier ou minimiser le génocide, ou alors de politiser ce débat qui normalement devrait rester tout simplement un débat judiciaire. Oui, et également cette année, il y a eu le procès du docteur Sosthène Munyimana qui a été condamné aussi en appel. Qu'est-ce qui a, je dirais, marqué cette affaire comparé aux autres ? Oui, alors le procès de Sosthène Munyimana a aussi été très important et très intense aussi. C'est un procès dans lequel la salle d'audience était pleine, du début jusqu'à la fin. Il avait plusieurs personnes qui sont venues le soutenir, qui viennent de Belgique, qui viennent de France, qui viennent de partout. Et il avait renforcé son équipe de défense. Au départ, au premier degré, lorsqu'il était jugé au premier degré en 2023, il avait 2 avocats et cette année, il avait 5 avocats, et y compris un avocat qui est connu au Rwanda, qui est belge, Laurent Lurquin. Je crois que les gens le connaissent parce qu'il a fait parler de lui lorsqu'il est venu au Rwanda en tant que procès de Rusesabagina, en tant qu'avocat de Rusesabagina. Donc il est venu aussi dans ce procès. Et donc pour vous dire que c'est un procès que même le camp d'en face, en fait, ceux qui soutiennent ces personnes qui sont poursuivies, ont voulu en faire un procès important pour eux. Et donc, malgré ce renfort, malgré toutes les tentatives qu'ils ont fait, la justice a quand même confirmé sa condamnation. Il était condamné à 24 ans, enfin, en tout cas, la peine de 24 ans de réclusion criminelle qui lui avait été infligée au premier degré a été confirmée en appel. Donc, pour nous, c'est aussi un message important, donc, qui nous dit que voilà, qui nous renforce dans nos convictions et qui nous encourage dans ce que nous avons à faire, mais qui nous donne aussi un message qui nous dit qu'il ne faut pas quand même s'endormir sur ce laurier, penser que c'est terminé, qu'on a été compris, que voilà, il faut toujours rester vigilant parce qu'il y a toujours du travail à faire. C'est un procès qui était important malgré le fait que c'était un appel, que c'était des faits qui étaient évidents, mais ça a été comment dire, très très disputé et donc c'est positif, mais ça nous laisse aussi ce message de dire qu'il ne faut pas baisser les bras et continuer à rester mobilisé. Oui. En parlant de ces procès, Maître Gisagala, on peut se dire que ces procès, justement, ont posé pas mal de défis. Quelles ont été les difficultés à faire ces procès à des milliers de kilomètres du Rwanda et aussi 31 ans après le génocide? Oui, c'est des défis importants, ce sont des défis importants. Vous l'avez évoqué, c'est 31 ans après le génocide. Pour ma part, je pense que le premier défi, c'est la mémoire. C'est la mémoire parce que les victimes du génocide commis contre les Tutsis, ceux qui ont vécu ces faits-là, ils commencent, la plupart sont aujourd'hui âgés, et même ceux qui ne sont pas âgés, qui ont vécu ces faits lorsqu'ils étaient jeunes, la mémoire a toujours des difficultés, vous savez, tout le débat, toute la difficulté du mémoire traumatique. Et donc aujourd'hui, même si le génocide reste présent dans leur esprit, mais il arrive que leur témoignage soit un peu compliqué par le temps qui s'est écoulé. Mais il y a aussi des gens qui veulent oublier, qui ne veulent plus être ramenés en 1994 en parlant de génocide. Donc le premier défi que nous avons, c'est ce défi-là, par rapport à la mémoire, par rapport au témoignage. Au bout de 31 ans, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Voilà, et ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi maintenir aussi l'intérêt de la justice française. Parce que la justice française aujourd'hui il a toujours eu beaucoup de procès, beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, comme je viens de vous dire aussi, il y a le fait que, je vous ai parlé donc de l'instabilité politique, je vous ai parlé, il y a beaucoup de difficultés en France, ils font face à plusieurs défis. Et donc, le défi que nous avons pour nous, c'est de maintenir l'attention de la justice française pour qu'ils ne se lassent pas de ces procès-là. Et voilà. Donc, les 31 ans, c'est vraiment énorme en temps de justice. Et les défis sont là. Et nous avons bon espoir que ça va continuer. Mais il ne faut pas baisser les bras. C'est le message principal. Et qu'en est-il, je dirais, de cette distance aussi par rapport à la collecte, je dirais, des preuves, des informations? Est-ce que c'est quelque chose d'évident de tenir des procès à des kilomètres du Rwanda? Non, ce n'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Les procès, vous savez, pour qu'un procès ait lieu, les procès durent entre 1 mois et 2 mois.
Mais avant qu'il y ait ce procès, il y a des enquêtes qui durent des années, des années. Il y a des phases de collecte d'informations d'abord, et puis après de collecte de preuves. Et donc il y a des milliers, pas de milliers, de centaines de personnes qui sont entendues, par des gendarmes français qui viennent au Rwanda pour interroger à toutes ces personnes. Et ils interrogent aussi des personnes qui sont à l'extérieur du Rwanda et à l'extérieur de la France. Et tout ça permet au juge d'instruction de décider s'il y a lieu de renvoyer la personne devant la justice. Donc cette distance pose des difficultés également. Il y a aussi le problème de la langue et de la culture. Parce que même si aujourd'hui il y a une chambre spécialisée, il y a un organisme spécialisé pour les crimes de génocide, ceux qui sont dedans commencent à comprendre la culture rwandaise, commencent à comprendre le contexte du génocide commis contre les Tutsis, mais ces personnes-là changent. Parfois il arrive qu'il y a de nouveaux qui arrivent, qu'il faut former, il faut prendre du temps pour qu'eux aussi puissent comprendre. Donc cette distance aussi est vraiment une difficulté et un défi majeur à relever. Alors pour terminer, Maître, y a-t-il des programmes pour ce qui est des procès de l'année qui vient, 2026 ? Oui. Alors, l'année qui va venir va être beaucoup plus riche en événements en ce qui concerne le contentieux du génocide. Nous allons avoir 3 procès. Il y a 3 procès qui sont programmés. Le premier procès, c'est le procès de Claude Mwaimana, qui a été condamné en 2021 à 14 ans de réclusion criminelle. Et il va être jugé en appel au mois de février. Mais au mois de février, ce procès-là va se chevaucher avec un autre procès très important dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est de Charles Onana. Il a été condamné à fin 2024, mais il a fait appel. Il va être jugé en appel au mois de février, en même temps que le procès de Claude Mwaimana. Donc c'est un procès important compte tenu, je vous ai parlé de la mobilisation qui était aux alentours, notamment par des Congolais qui venaient, qui sont payés par le gouvernement congolais pour venir le soutenir. Donc j'imagine que ce procès va être aussi mouvementé que celui de la dernière fois. Et puis il va y avoir aussi le procès en appel du docteur Eugène Rwamucyo, qui a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle, qui va être jugé au mois de juin. Et le 3e procès aura lieu au mois de novembre à décembre. C'est le procès qui vient pour la première fois, au premier degré, de Safan Majaliwa, qui est poursuivi pour des faits qui ont lieu notamment à Nyanza, vers le lieu qui est communément connu comme Bigega, et voilà, et ce qui allait aux alentours de cette région-là. Donc ce sont les 3 procès qui vont venir l'année prochaine. Alors, au regard, je dirais, de tous ces dossiers en attente, peut-on justement espérer que tous les inculpés, les génocidaires, les suspects se trouvant en France seront jugés? Écoutez, c'est ce que nous espérons tous, mais je ne vais pas être pessimiste, mais ici, il faut se rendre à l'évidence, parce que le rythme que nous avons actuellement, c'est un rythme qui est soutenu. Vous savez, depuis que les relations entre la France et le Rwanda sont améliorées, la France a promis qu'il y aura 2 procès par année. L'année prochaine, il y en aura 3. Mais donc, on vient de loin. C'est un effort qui a été consacré, mais le temps qui a été perdu ne pourra jamais être récupéré. Donc, j'ai peur, malheureusement, je crains malheureusement qu'avec ce rythme-là, ça ne sera pas possible de juger toutes ces personnes-là, parce qu'actuellement, il y a une trentaine de dossiers qui sont à différents stades devant la justice française. Et au rythme de 2 procès, même 3 procès par année, je crains que malheureusement, nous ne pourrons pas juger toutes les personnes. D'autant plus que ces personnes-là, la plupart de ceux qui sont poursuivis sont des personnes qui sont âgées. Ils sont dans les 50, 60 ans, voire même un peu plus. Et donc, si on attend 1 année, 2 ans, 3 ans supplémentaires, on risque de se retrouver comme ce qui est arrivé pour Kabuga. Et on risque peut-être de nous dire aussi qu'ils ne sont pas en état d'être jugés. Donc, c'est ce que je crains. Malheureusement, nous continuons toujours d'essayer de faire des plaidoyers, de demander à ce qu'on essaie d'accélérer aussi accélérer autant que c'est possible, quitte à regrouper des procès, pour qu'il y ait des procès regroupés où il y a plusieurs personnes qui sont jugées en même temps. Mais voilà, le chemin est encore long et je crains malheureusement qu'avec ce rythme-là, toutes les personnes ne puissent pas être jugées. Espérons en tout cas qu'ils pourront être jugés. Merci Maître Richard Gisagala d'avoir accepté notre invitation et merci de nous avoir éclairé sur cette question. Merci beaucoup pour votre invitation. Oui.
Alors qu'il ne reste plus que, je dirais, 10 ans avant l'échéance que le Rwanda s'est fixée pour atteindre le statut d'économie à revenu intermédiaire, les experts en économie ainsi que les acteurs des secteurs financiers et technologiques se montrent confiants quant à l'atteinte de cet objectif. Cette confiance est fondée sur les chiffres de la croissance économique du pays qui s'élève à 11,8%. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Pour la première fois, l'Institut national de la statistique du Rwanda a indiqué que l'économie nationale a enregistré une forte croissance de 11,8% au troisième trimestre de l'année 2025, comparativement à la même période de juillet, août, septembre 2024. L'expert en fonctionnement du secteur financier, Alphonse Gabonziza, estime que le Rwanda doit atteindre un taux d'épargne équivalent à 30% du produit intérieur brut d'ici 2035. En fait, notamment de réduire les taux d'intérêt sur les prêts. À ce jour, le taux d'épargne national est de 12,4% du PIB. Au Rwanda, si les taux d'intérêt sont élevés, c'est principalement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'épargne. Les institutions financières manquent de ressources issues de dépôts pour pouvoir accorder des prêts à faible coût. Si la culture d'épargne se développe, les institutions financières pourront réduire les taux d'intérêt. Aujourd'hui, la difficulté vient du manque de fonds épargnés. Dans sa vision de bâtir une économie fondée sur la connaissance, le Rwanda a enregistré une hausse de 17% du secteur des technologies, de l'information et de la communication au cours des mois de juillet, août et septembre 2025 par rapport à la même période en 2024. Le directeur général de IT Consortium et de Zora Robotics, Benjamin Karenzi, affirme que le gouvernement a suffisamment investi dans les infrastructures technologiques et que l'enjeu actuel est désormais le renforcement des compétences numériques de la population. Nous intégrons désormais d'autres éléments comme les robots et l'intelligence artificielle dans les services que nous offrons. Mais que vous soyez étudiant ou travailleur, quel que soit votre domaine d'études, il est essentiel d'avoir des connaissances en intelligence artificielle ou disposer de compétences numériques. Le représentant de la Banque mondiale au Rwanda, Dr Sar Koundé, souligne que pour atteindre ses ambitions, le Rwanda doit construire une économie dirigée par le secteur privé. Maintaining Rwanda's development trajectory and achieving the targets set in Vision 2050 pour maintenir le rythme de développement actuel et atteindre des objectifs fixés pour l'année 2050, le Rwanda devra renforcer la collaboration et promouvoir une économie fondée sur la connaissance, pilotée par le secteur privé. Bien que les progrès aient été réalisés, le renforcement des compétences reste indispensable pour atteindre les objectifs de développement national. En 2027, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda figurent parmi les 3 pays qui seront évalués par le Comité des politiques de développement des Nations Unies en fait de déterminer s'ils remplissent les critères pour être classés parmi les pays à revenus intermédiaires supérieurs d'ici 2030. L'expert en économie Strato Habyarimana estime qu'une telle reconnaissance constituerait une grande fierté pour le Rwanda. Izo gahunda rero zo kuvuga ngo dutanze recommandation tugiye gusesengura turebe koko niba byuzuye none turabyemeje. Le processus d'évaluation et de recommandation est mené par une instance internationale. Une fois la décision validée, elle constitue une reconnaissance officielle, car ce n'est pas un pays qui s'autoclasse, mais bien une commission des Nations Unies qui lui attribue un nouveau statut avec des exigences claires à remplir. Depuis 1991, date de la mise en place de ce mécanisme de reclassement des pays en économie intermédiaire, seuls 8 pays ont jusqu'à présent réussi à franchir ce cas. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien. Et encore une fois, joyeuses fêtes de Noël.